Pas de suspense, on s'achemine vers une large victoire du président sortant Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire. L'absence des principales figures de l'opposition écartées de la course électorale. Le leader du RHDP va s'offrir un 4e mandat. Doit-on craindre une nouvelle crise électorale comme celle de 2010-2011? Nous en parlons avec nos consultants de ce dimanche 26 octobre au plateau. Maître Eric Emmanuel Sosa. Maître, bonjour. Bonjour. Vous êtes avocat au barreau de Lomé, analyste politique, habitué de cette émission. Merci de nous revenir ce dimanche. En votre compagnie, l'homme qui ne change pas, qui ne bouge pas, son Excellence, Sogoyou Kokou Kegewe. Bonjour, Excellence. Bonjour Gilles, bonjour aux téléspectateurs et auditeurs. Très en forme pour la deuxième messe de ce dimanche. Oui, c'est d'ailleurs une messe très attendue de nos téléspectateurs et c'est une bonne chose qui nous réconforte beaucoup. C'est le pilier totem. Merci. Ils sont bien au rendez-vous. Ils peuvent contribuer également à la richesse de cette émission via WhatsApp. Plus 228 96 08 43 43 pour nous écrire. S'achemine-t-on vers une nouvelle crise post-électorale en Côte d'Ivoire? C'est le thème. Vous pouvez d'ailleurs réagir également sur les réseaux sociaux. Nous sommes en direct sur YouTube et sur Facebook également. Alors, pour commencer, quel est votre sentiment général sur la tenue de cette élection présidentielle? Y a-t-il eu finalement une résignation ou une mobilisation des Ivoiriens pour ce scrutin? Maître Eric Emmanuel Sosa. Je parlerai plus de résignation parce que les choses ne se sont pas déroulées dans un contexte adéquat. Quand je parle de contexte adéquat, c'est-à-dire que connaissant la classe politique ivoirienne, on se serait attendu à ce que les grands caciques, les personnalités les plus éminentes de la classe politique, les combattants politiques de longue date, des gens qui ont, de par leur pédigré personnel, un parcours politique qui leur donne de l'envergure présidentielle. Et malheureusement, on s'est retrouvé avec davantage de second couteau que de personnages proéminents, capables d'âmer le pion à Alassane Ouattara, qui, en fin de compte, s'est retrouvé avec un boulevard qui va lui assurer un 4e mandat tellement réprouvé par une opinion qui est fatiguée de toutes ces intrigues politiciennes, mais qui est obligée de subir, encore une fois, parce qu'en face, il y a la répression d'État et des entraves importantes à la liberté d'expression politique. Et c'est la raison pour laquelle je dis qu'il y a plus de résignation que d'enthousiasme. Excellent, vous parlez d'élections en Côte d'Ivoire. Bon, je ne sais pas s'il y a eu élection. Peut-être vous avez vu des élections, moi je n'en ai pas vu. S'il faut appeler les choses par leur nom. Hier, on a assisté à quoi en Côte d'Ivoire? Quand vous mobilisez plus de 40 000 forces de l'ordre et de sécurité pour tenir en respect les leaders de l'opposition et leurs militants, et vous allez seul vous faire plébisciter, mais c'est un putsch civil, un coup d'État civil. On utilise l'armée pour faire un coup d'État civil. Bon. Mais comme nous sommes dans une situation mondiale de 2 poids, 2 mesures, vous allez voir que personne ne va rien dire. Donc, un coup d'État civil, peut-être... Pour reprendre l'expression du président Laurent Gbagbo. Oui, je ne sais pas, je ne l'ai pas écouté dire ça, mais s'il l'a dit, c'est de bon sens. Il n'invente rien. Vous faites un coup d'État civil. Donc, nous avons assisté à un coup d'État civil. Nous attendons de voir les réactions des censeurs universels et africains des putschs, des putschs militaires comme des putschs civils. Pour le moment, on estime que quand c'est un civil, ce n'est pas un putsch. Quand c'est un militaire, c'est un putsch. Mais nous avons assisté hier à l'exemple type de putsch civil. Oui, mais qu'est-ce qui vous fait dire qu'il s'agit d'un coup d'État civil alors que les institutions chargées de réguler cette élection se sont prononcées et ont tous validé le processus? Les institutions, si les institutions... La commission électorale, la Cour constitutionnelle... toutes ces institutions sont chargées de réprimer l'opposition pour fabriquer de toutes pièces un candidat unique,
Gilles, je crois que tu es bien placé pour me dire ce que valent ces institutions. Parce que les institutions, qui les met? Si moi je suis président, je vais mettre une commission électorale intouchable. Je vais mettre une cour constitutionnelle plus costaud que la muraille de Chine. Je vais mettre. Alors où est le problème? Tu es seul maître à bord, tu décides, tu mets tes amis, tu mets tes complices. Ceux qui ne veulent pas être tes amis ou tes complices, tu les achètes. Et puis le tour est joué. Je crois quand même qu'il y a des choses, il ne faut pas les faire. Il y a des choses, il ne faut pas les faire. Il ne faut pas les faire. Moi, je préfère même que tout le monde soit candidat et que tu arrives même à truquer les élections, hein, plutôt que d'assister à ce qu'on a assisté. Même Paul Biya, que tout le monde décrit. Mais Paul Biya, quand même, il a mis un candidat qui aujourd'hui peut oser dire qu'il a gagné. Oui, mais Paul Biya a également écarté un opposant de poids. Oui. Le leader historique. Non, arrêtez-nous vos histoires de leader historique là. Ça suffit. En Afrique, personne n'est irremplaçable là. Arrêtez-moi. Leader historique, leader charismatique, opposant radical, opposant gna gna gna. On cherche tous les adjectifs négatifs pour mettre sur les oppositions. Oui, mais est-ce que vous dites que votre argumentation sur la Côte d'Ivoire est valable pour le Cameroun dans la mesure où... Non, le Cameroun c'est mieux. La figure de proue... J'ai dit le Cameroun c'est mieux. Même si ce n'est pas parfait, puisque tu parles de figure de proue, qui l'a fait figure de proue? Il a été désigné par quel peuple? Je l'ai dit ici la dernière fois. Tu parles de Maurice Kamto. À chaque fois que tu l'entends parler, tu es sûr qu'il va gagner les élections, mais il n'arrive même pas à s'imposer comme candidat. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Non. Donc, s'il n'est pas candidat, on ne peut jamais jauger sa figure historique ou charismatique. On ne peut pas. Maurice Kamto a déjà été candidat. Il a montré de quoi il est capable. Oui, mais je dis que Maurice Kamto n'est pas allé. On a mis Chiroma qui est allé et qui prétend avoir gagné. En Côte d'Ivoire aujourd'hui, là, tu connais quelqu'un dans la bande de pieds nickelés qui ont accompagné le président Ouattara. Tu connais quelqu'un qui peut oser sortir dire qu'il a gagné? Maître Sosa, est-ce que le processus judiciaire, finalement, ayant écarté des candidats, a-t-il affaibli de manière durable le système démocratique ivoirien? Bon, vous savez, à chaque fois que je me retrouve sur ce plateau en face de doyen Kengewé, je suis frustré parce que j'aime bien quand on est en divergence et que le débat, en fait, offre finalement un peu de contradiction. Quelques aspérités. Oui. Mais là encore, je suis obligé d'être d'accord avec lui parce que tout à l'heure, il a parlé des censeurs. Et moi, je vais parler plutôt des encenseurs. Au tout début de l'année, je crois, une émission au moment de l'élimination de M. Thiam. Et on avait parlé déjà en filigrane de ces élections à venir. Nous y sommes maintenant, et vous voyez le scénario. Ce que nous avions prédit se réalise parfaitement, sans qu'on ait eu besoin de regarder dans quelques mares de café ou bourdes de cristal que ce soit. L'observation empirique de la vie politique de la Côte d'Ivoire et de ces hommes nous a permis de pouvoir aboutir à cette conclusion qui, aujourd'hui, fait que malheureusement, nous ne sommes pas démentis. Donc, oui, il y a eu des élections en Côte d'Ivoire. Oui, on a assisté à un simulacre. Oui, c'est une parodie totale de démocratie, mais c'est à ça qu'on nous a appris à nous habituer dans l'espace dit francophone. Dans l'espace dit francophone. C'est-à-dire que nous traînons cette tare qui fait que finalement, le fait même d'élire devient quelque chose de suspect. Quand vous êtes élu dans ces conditions, vous êtes suspect de quelque chose. Vous êtes déjà presque coupable de la fraude qui entache même le simple fait de votre déclaration de candidature. On sait, si c'est vous, que vous n'allez pas pouvoir perdre. Tout est mis en place pour que vous gagniez des élections auxquelles personne ne croit. Alors pourquoi les organise-t-on ? Vous voyez, à quelques rares exceptions près, et ces exceptions méritent quand même qu'on les cite, le Sénégal a démontré qu'en Afrique francophone, il y a des systèmes politiques qui peuvent générer des schémas démocratiques crédibles. Même s'il y a eu beaucoup de couacs là-bas au Cameroun aussi, des tentatives d'empêcher un candidat. Oui, mais c'est pour ça que je dis que finalement, on a ici un schéma démocratique abouti. Parce que même malgré les coups de boutoir
du pouvoir, malgré toutes les manigances pour empêcher ces candidats, du fond de leur geôle, ils sont allés directement de la prison à la présidence. Ça arrive en Afrique francophone. Donc ça veut dire que le Sénégalais a un génie particulier qui n'a pas d'exemple ailleurs en Afrique francophone. Maintenant, si vous voulez, il y a la deuxième exception qui est le Bénin, à côté de nous. Le Bénin sait organiser des élections. Le Bénin connaît des présidents qui savent perdre des élections qui sont organisées et qui acceptent très sportivement de laisser la place à celui qui a gagné. Est-ce qu'on peut dire la même chose du Bénin de ces 10 dernières années? Mais totalement. Attendez. Parce que ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, au Cameroun et un peu au Sénégal se reproduit au Bénin avec des candidats écartés. Absolument pas. En 10 ans, c'est-à-dire en 2 mandats, a secrété au sein de ses collaborateurs des gens capables, parce que formés à son école, de lui succéder et de poursuivre son œuvre. Et pourquoi barrer la route aux adversaires? Attendez, quand vous dites « il a barré la route aux adversaires », c'est là où je voudrais qu'on revienne un peu à l'équilibre des institutions. Au Bénin aussi, on a créé des institutions. Le code électoral béninois a été voté par des députés composés des opposants et de la mouvance présidentielle. Donc, ils connaissaient la règle du jeu avant d'accepter d'aller compétir. Maintenant qu'on leur dit « vous n'êtes pas en règle avec les règles du jeu », ils disent « c'est la faute au président ». Qui d'ailleurs, attendez, disons les choses franchement, hein, quand on regarde la classe politique béninoise et qu'on connaît l'échiquier, ceux qui disent qu'on les empêche, ils ne pèsent pas grand-chose. C'est-à-dire que je ne vois pas en quoi leur présence à ce scrutin aurait pu gêner un candidat de la mouvance de M. Talon. Oui, mais bon, vous mesurez ce poids avec quelle balance? Parce que moi, je suis finalement gêné par cette double vitesse que je vois dans votre argumentation. Quand on écarte Diallo, vous dites que c'est de la dictature pure et dure. Ben, quand on écarte ailleurs... Non, on n'a pas écarté de la même façon. C'est-à-dire qu'en fait, permettez, je finis juste là-dessus. On n'a pas écarté de la même manière. Il y a un code électoral qui a des prescriptions qui sont, on va dire, intangibles et non négociables. Vous ne remplissez pas les conditions de forme initiale. Mais n'allez pas vous en prendre au président sortant en disant que c'est à cause de lui. Mais ailleurs, la loi a été également utilisée. Non, en tant qu'opposant, préparez-vous à vous doter des meilleures conditions pour pouvoir au moins compétir. Écoutez, Excellence, Gilles, je crois qu'on n'est pas venu pour parler du Bénin. Sinon, voir qu'au Bénin, c'est mieux qu'à Côte d'Ivoire, bon, moi, je ris tranquillement. Moi, écoutez, je vous ai toujours dit, je suis clair avec moi-même, que vos farces démocratiques, je n'y adhère pas, je n'y adhérerai jamais. La seule solution qu'on a dans l'Afrique francophone, ou bien on suit la voie des pays souverainistes du Sahel, ou bien tous les 5 ans, on demande à Paris de nommer un président local. Non. Pardon. On demande à Paris de nommer. L'Élysée doit signer un décret. Et pourquoi je dis ça? C'est vous qui avez amené le Bénin, on n'est pas venu ici pour le Bénin. Mais le candidat du président sortant, mais il a été adoubé où? À Paris. Ah oui, on l'a introduit là-bas, s'il vous plaît. Maintenant, en Côte d'Ivoire... Je n'ai pas vu cette cérémonie. Non, attends. En Côte d'Ivoire, pour être candidat, on est allé à Paris. Donc, à partir de ce moment où vous allez à Paris, vous êtes désigné par Paris. Paris vous offre tout l'appui politique, diplomatique, économique, sécuritaire. Dis-moi pourquoi vous avez besoin d'élections. Donc c'est pourquoi je dis, il est plus simple pour épargner des vies humaines, pour épargner des déceptions, pour épargner des morts. Il est simple qu'on demande gentiment à Paris, bon, on a fini 5 ans, l'autre a fini, bon, veuillez nous nommer quelqu'un. Ou bien vous voulez le reconduire, bon, parce que nos farces de limitation de mandat, ça ne fonctionne pas. Tu le sais, puisque c'est de ça qu'il s'agit en Côte d'Ivoire. Au Bénin, moi je ne veux même pas parler du Bénin parce que la dernière fois, tu te rappelles,
On a à peine dit un ou deux mots ici. J'ai dit ce que je pensais. Bon, il y a quelqu'un qui, pour booster sa carrière médiatique ou je sais comment, est sorti, il s'en est pris au soi-disant ambassadeur qui attaque le président Yahi Boni. Mais le respect que j'ai pour Yahi Boni, lui n'a pas ce respect. Lui doit flatter Yahi Boni pour manger. Mais moi, je ne flatte pas Yahi Boni. Yahi Boni est un homme de mérite. Et j'ai dit ici qu'il est regrettable, déplorable qu'aujourd'hui, après tout ce que cet homme a fait, on sorte pour venir nous faire croire qu'il est tribaliste, il est régionaliste. Il n'a pas vu cet aspect. Donc, quand vous êtes entouré de flatteurs, tu utilisais une expression... Les encenseurs. Les encenseurs, mais c'est les encenseurs qui tuent nos dirigeants politiques. Ils sont incapables de leur dire voici ce que nous devons faire. Parce que le président ne doit pas tout connaître. Personne ne connaît tout. Donc un encenseur qui trouve que si on a dit un mot, un peu de chose, alors qu'il y a un débat sérieux chez lui, on est en train de les expulser de toute candidature. Il n'a pas vu à dire, il n'a vu à dire qu'un mot qu'on aurait dit contre Yahi Boni sur la télévision nouvelle. C'est triste, les encenseurs tuent les miettes de ce qui reste comme démocratie en Afrique. Donc le Bénin, moi je ne veux pas en parler parce qu'on n'est pas venu ici avec sujet Bénin. Mais vous en avez parlé. Finalement, tu en as parlé beaucoup. Oui, beaucoup plus finalement, que moi. finalement j'en ai parlé beaucoup. Oui, parce qu'on ne peut pas me convaincre aujourd'hui, tant que dans un pays, les candidatures ne sont pas ouvertes, tant que dans un pays ne peut être candidat que l'ami du chef, bon, c'est pourquoi je dis, on perd du temps. Tu imagines tout l'argent qu'on a perdu en Côte d'Ivoire pour faire la campagne, pour communiquer, toutes les violences, les marcheurs, les gaz lacrymogènes, tout ça, mais on dit à Macron, écoute, comme il est venu te voir et tu veux le reconduire, signe un décret, envoie-nous, et puis Ouattara continue. On n'a rien de personnel contre lui. Alors, Maître Sosa, moi je voudrais vous parler d'une sorte de gêne que j'ai par rapport au baromètre d'observation démocratique de, entre guillemets, la communauté internationale, ensuite des institutions sous-régionales, qui, quand il s'agit d'un coup d'État, sortent rapidement les sanctions, les réprobations, mais quand il s'agit de dysfonctionnement civil des processus électoraux, ces institutions et la communauté internationale se taisent, ces silences radio. Oui, mais c'est bien là tout le problème. C'est-à-dire qu'en fait, quelqu'un avait dit que les coups d'État militaires sont préparés par les civils. Les militaires, en fin de compte, deviennent de simples exécutants. Parce que les conditions sont toujours créées par des civils indélicats, fourbes, finalement très peu patriotes et en fin de compte irresponsables. Parce que être responsable politiquement, c'est d'abord et avant tout respecter sa parole. Et la parole, ici, elle est d'autant plus sacrée qu'elle est supportée par un serment. Vous ne prenez aucune fonction électorale sans avoir prêté serment. Et quand vous prêtez serment pour respecter cette parole-là. Et finalement, on a l'impression que un virus bizarre s'empare d'eux à la fin du mandat et ils oublient le serment. C'est ce qui se passe régulièrement et qui est cause que, à chaque fois, on se retrouve dans les mêmes phénomènes tout le temps. Et tout à l'heure, le doyen fustigeait cette espèce d'obsession parisienne. Mais bon, je dis tout le temps, doyen, pardon, je me fiche de Paris. Je me fiche de ce que pensent Paris, Macron et les autres. Sincèrement. C'est-à-dire qu'en fait, on en est encore à se dire, alors qu'au Ghana à côté, quand on fait les élections, le même jour, à 20h, le vainqueur est proclamé, mais on sait avant qu'à 17h ou 18h, le perdant lui a téléphoné pour lui présenter ses félicitations. Oui, mais c'est au Ghana à côté. Le Ghana n'a pas de Paris. Non, attendez. C'est pour ça que je dis. Paris. Non, oui, c'est pour ça que je dis. Finalement, quand on se désole du déficit démocratique en Afrique, c'est pas tout à fait exact parce que nous avons des exemples de démocratie qui réussissent.
Au Nigeria, c'est pareil. Vous allez me dire, encore un pays anglophone, ils n'ont pas Paris. Mais c'est quoi la tare des pays francophones qui fait qu'ils sont, on va dire, quasi ontologiquement ou génétiquement incapables de faire ce que font si bien leurs collègues d'à côté. Mais Maître Sosa, mais tout le monde peut disculper Paris, mais vous, ça me gêne. Vous qui avez connu Paris de Bob Denard, contre qui vous avez... Mais oui, attendez. Non, ça c'était des combats... Oui, mais vous savez, les barbouzes qui ont été... C'était des combats d'une autre époque. Vous pensez que ces combats sont révolus? Non. Attendez, si on vient à parler de Bob Denard, je pense qu'on doit ouvrir un tout petit chapitre sur la France-Afrique. Et la France-Afrique, à l'époque, elle avait comme principal ambassadeur Félix Houphouët-Boigny. Oui, mais vous pensez que l'époque de la France-Afrique est révolue? Oui, enfin, elle continue d'avoir quelques avatars, mais elle est révolue parce qu'aujourd'hui, vous voyez, la conscience que les peuples africains ont du phénomène lui-même et la façon dont, dans les rues, dans les universités, le phénomène est combattu. Il ne reste plus que dans quelques cercles du pouvoir, un peu au-dessus, vivant hors sol, que le phénomène persiste. Mais il va tomber. Il commence à tomber à gauche, à droite. Il va finir par tomber définitivement. Et vous allez voir qu'en Côte d'Ivoire aussi, avant longtemps, le phénomène va être complètement éradiqué. Parce que celui qui l'a combattu, et ce pourquoi, justement, on l'a envoyé à La Haye, c'est Laurent Gbagbo, celui dont nous sommes venus parler. Le tort de Laurent Gbagbo a été justement de s'être dressé contre la France-Afrique. Parce que, en tant que président successeur... Moi, je dirais une partie de la France-Afrique. Non. Écoutez. Non. On peut en parler parce que justement, je vais revenir sur Laurent Gbagbo tout à l'heure. Moi, je ne comprends pas. On ne va pas continuer à faire semblant. À faire semblant que les pays francophones africains aussi font la démocratie, il y a les institutions. Mais tout le monde sait que c'est une farce. Et tout le monde sait que le chef du théâtre des farces et de l'ombre, c'est Mitterrand avec sa fameuse déclaration de la Baule. Mitterrand lui-même ayant été un ministre colonial féroce. Donc, arrêtons tous ces micmacs. Il n'y aura jamais de démocratie dans un pays francophone sous les îles, sous la botte de Paris. C'est tout. C'est pourquoi 3 pays du Sahel ont pris leur destin en main avec tous les risques que cela comporte. Et ils ont dit ça suffit. Aujourd'hui, c'est les seuls pays de la sous-région qui sont en train de se développer. Tout le monde le sait. Donc, qu'on dise non, ici, c'est ceci, non. J'ai dit, Paris n'a qu'à nous nommer nos présidents. C'est plus simple. Dire qu'il y a élection et le candidat que Paris soutient peut éliminer tous les autres candidats, il est candidat unique. Mais écoutez, on va aller où avec ça? Donc, Paris nous nomme nos présidents. Mon cher doyen, sais-je vous offusquer encore une fois. Oui. Non, mais, attendez. Au Bénin, parce qu'il faut y revenir, aux dernières élections, aux élections de 2016, le candidat de Paris a été battu par Talon, qui n'était pas le candidat de Paris, justement. Le candidat de Paris a été proprement battu par et tu sais pourquoi ça s'est passé comme ça? C'est parce que, le sortant, en l'occurrence Yahya Boni, était un gars honnête. S'il n'était pas honnête et qu'il avait empêché l'autre et soutenu seulement le candidat de Paris, mais le candidat de Paris serait passé. Il a tout fait pour l'empêcher. Peut-être que Paris avait 2 candidats. Il a tout fait pour l'empêcher. Maintenant, celui qui a gagné au Bénin, oui. On ne peut pas être plus parisien que lui. Même le pauvre Zinsou ne pouvait pas être plus parisien que lui. Non, là, vous faites de la caricature. Non, c'est pas de la caricature. On ne peut pas réduire Talon à une espèce de valet. Je ne suis pas venu ici faire la guerre sur la tête de Talon. Talon a gagné les élections, il les a gagnées. Et il s'en va. On ne discute pas ça. Et il s'en va avec noblesse. Et il s'en va avec noblesse. Avec noblesse. Oui. Oui, il s'en va avec noblesse. Alors maintenant, vous dites celui qui lui succède est le candidat de Paris. Mais attention, peut-être n'allons pas trop vite en besogne, parce que Talon n'est pas encore parti. Il est parti. Talon oui, il est pour parti. le moment. Donc, laissez-lui faire les quelques mois. Pardon, à partir du moment en où avril, c'est son mai homme 2026, qui viendra au pouvoir, il peut lui-même continuer. Moi, ça ne me gêne pas. Moi, je reste encore... quand on voit les résultats de ce qu'il fait au Bénin, il peut Talon continuer. peut continuer. Si c'est pour mettre... Je reste encore très prudent sur les déclarations politiques,
Parce qu'en Côte d'Ivoire, on a dit mieux que ce que Talon a dit au Bénin, mais on est en train de faire un 4e mandat. Mais maintenant, je voudrais qu'on revienne sur le cas Gbagbo Laurent, qui n'a pas pu être candidat, qui n'a pas pu empêcher l'élection présidentielle et qui semble se retirer de la vie politique après avoir constaté ce qui s'est passé le 25 octobre. Alors, est-ce que c'est de la sagesse ou de la capitulation, le grand Laurent Gbagbo, qui s'en va de cette façon? Alors, dire que c'est de la capitulation est un peu sévère pour lui, parce que Laurent Gbagbo, c'est vrai, s'il n'avait pas tenté de se présenter et qu'il a été empêché par des micmacs, comme on en a le secret, je dirais oui, c'est une capitulation. Il s'est présenté et il a été empêché. Non seulement ça, il a dit « je m'appelle Laurent Gbagbo ». Oui. Oui, ça veut dire que dans cette tripe, il avait les solutions. Lesquelles? Non, parce que c'est un grand républicain et un grand démocrate. Parce qu'en fait, Laurent Gbagbo il faut avoir au moins le courage philologique de lui faire hommage en tant que père de la démocratie ivoirienne. Parce que Laurent Gbagbo est le premier homme politique ivoirien à s'être dressé contre Houphouët-Boigny au moment du parti unique. Et il avait, avec Francis Audier, avec Bemba Mori-Ferré, en plus le courage de se revendiquer de gauche. Ce qui, à l'époque, était un crime qui pouvait vous valoir la peine capitale. Mais crânement, il a fait ça. C'est lui qui a permis que le multipartisme soit une réalité en Côte d'Ivoire. Pour cela, il a dû faire la prison, enfermé par qui? Un certain Alassane Ouattara. Et puis, arrivé au pouvoir, c'est lui, parce qu'il l'a bien voulu, qui a permis à Alassane Ouattara de pouvoir être candidat. Je crois qu'il doit le regretter tous les jours de sa vie. Oui, Mais, vous voyez, en jouant franc jeu, il le paye au prix le plus fort. Et finalement, peut-être aussi au prix de sa vie. Parce que les 10 ans à La Haye, plus tous les supplices qu'on lui a fait vivre, nous permettent de dire que, quand même, quelque part, son parcours personnel a été vraiment une traversée de désert permanent. Parce que pendant les 10 ans qu'il était au pouvoir, il gérait une guerre qu'on lui faisait. Il ne gérait pas le pays, il gérait la guerre. Oui, donc, personne ne peut avoir gouverné sereinement dans ce contexte-là. Sinon, on aurait vu de quoi Laurent Gbagbo était capable comme homme d'État et comme président de la Côte d'Ivoire. Excellence, Laurent Gbagbo est en train de tirer sa révérence politique. Qu'en pensez-vous? Vous savez, Laurent Gbagbo, lui, il a parlé de son parcours. Mais Laurent Gbagbo est un Ivoirien. Il aime les Ivoiriens. Il veut le pouvoir pour travailler pour les Ivoiriens. Alors, les gens disent, ah, est-ce que c'est une capitulation? Non. L'autre, pour arriver au palais, a marché sur 3000 cadavres. Ça, c'est officiellement recensé. Hein. Sinon, en réalité, tu peux multiplier par ce que tu veux. Non, on n'a pas encore trouvé les auteurs. Laisse-moi parler. Il y a que 2 auteurs probables. Le camp de l'opposition, Ouattara, et le pouvoir, Gbagbo. Gbagbo est allé à La Haye, il est revenu blanc comme neige. Oui, mais vous oubliez une 3e force, les forces nouvelles, justement, qui ont été là-bas armées, on sait qui a pris à l'époque par Guillaume Soro. On sait qui a pris le pouvoir avec le soutien du bandit international qui se promène aujourd'hui avec un bracelet de tolard. Il est d'ailleurs en tôle actuellement. On sait comment ça s'est passé. On ne va pas revenir là-dessus. Le karma de Laurent Gbagbo... Lui a-t-on enlevé les bracelets avant de l'envoyer en prison? Il garde les deux. Ah, non. Non, le deuxième est superflu. Non, comment? Il peut fuir de la prison. Il faut que le bracelet reste. Il peut fuir. Donc, on sait comment ça s'est passé. Laurent Gbagbo, aujourd'hui, il aurait pu mélanger tout en Côte d'Ivoire. S'il voulait verser le sang comme les autres ont fait, sans scrupule, sans état d'âme. Même si aujourd'hui, ces verseurs de sang jouent aux démocrates, aux machins contre Ouattara, on sait que c'était eux les criminels.
Ouattara était, qu'on dise que c'est lui qui a commandité, moi c'est pas mon problème, mais est-ce que lui-même, on ne l'a jamais vu tenir un fusil. On ne l'a jamais vu dans un discours dire aller tuer les gendarmes à Bouaké, aller à Guiglo massacrer les populations. Il n'a jamais dit ça. Donc, mais tout le monde sait que c'est le parrain de oui, la tout le monde rébellion. sait, mais maintenant, ceux qu'il a utilisés, c'est certains d'entre eux qui reviennent faire les yeux doux à Laurent Gbagbo, alors que c'est eux qui ont trahi Laurent Gbagbo pour conduire le pays dans la situation où il est tombé. Le pouvoir, c'est le pouvoir. Ce que moi je voudrais dire, quand tu vois que c'est Laurent Gbagbo qui, par, excusez-moi le terme, par complaisance, a laissé Ouattara être candidat et gagner. Quand tu vois au Bénin que c'est le président Yahi Boni qui, par complaisance, a laissé Talon venir au pouvoir pour gagner, si tu es président dans ces pays ou même dans nos pays, tu n'aideras jamais quelqu'un à venir au pouvoir parce que tu seras sa première victime. Donc, Laurent Gbagbo, aujourd'hui, tu dis que certainement il regrette. Ce n'est pas un simple regret, ça c'est grave parce que s'il est encore vivant, c'est un miracle. Ça veut dire qu'il a fait venir quelqu'un qui veut l'éliminer au sens propre ou figuré et figuré du terme. Donc, moi, je dis, les histoires d'élections, de candidats machin, d'institutions, tout ça, nous savons que c'est du pipeau, qu'il n'y a rien de sérieux dedans. Je disais ici la dernière fois, est-ce que nous, les Africains, on ne peut pas trouver une formule qui va améliorer les formules francophones de constitution machin, loi 1901, loi ceci. Est-ce que nous-mêmes, là, nos études de droit, ça nous sert à quoi? Maître, vous êtes avocat, ça veut dire que vous êtes un juriste confirmé. Est-ce que vraiment, entre juristes, là, vous ne pouvez pas nous trouver des formules où en Afrique, on peut passer le pouvoir de l'un à l'autre sans qu'il y ait des casses, sans qu'on soit obligé d'acheter des gens? C'est comme vous, puisque vous êtes il faut qu'il tropicalise d'abord le code pénal. Non, pas nécessairement. Non, puisque vous parce que le code pénal est calqué sur le modèle français. Non, vous m'interpellez en tant que juriste. Comme des frères siamois. Le juriste. Absolument, vous m'interpellez en tant que juriste. Ouais. Donc, permettez que je vous donne quelques exemples où la chose a parfaitement réussi. Prenez la Malaisie et Singapour. En 65, Mahathir et Wikimli. voilà, Yu Kuan Lee. Oui. Lorsque, en 65, l'Indonésie a pris son indépendance de la Malaisie, tout le monde pensait que c'était la catastrophe parce que c'était un pays qui allait être voué à la misère. Une toute petite île qui n'a rien, où il n'y avait même pas d'eau potable dans certaines régions, dans certains quartiers. Et un homme s'est dressé et a dit « on va changer ça ». Vous savez ce qu'il a fait? Il a réuni autour de lui les meilleurs juristes et les meilleurs ingénieurs. Et ils ont ensemble, on va dire, manufacturé ce qui allait être leur modèle. Mais le modèle a d'abord été démocratique. C'est-à-dire qu'en fait, il a fallu créer les conditions de l'adhésion du peuple au projet de société qu'il avait. Et un homme a décidé d'organiser la vie politique de telle façon que, même s'il peut y avoir parfois des oppositions, cette opposition soit, on va dire, au service de la construction d'un destin commun. Aujourd'hui, regardez, La Malaisie? Non, pas la Malaisie d'abord, mais regardez Singapour. Singapour est un bijou de réussite technologique, juridique et sociale. Économique, financier. Dans tous les domaines. Ils sont le numéro 1 partout. Et je vais vous donner un autre exemple encore. L'île Maurice. À chaque fois, c'est de toutes petites îles qui nous donnent des exemples. L'île Maurice, quand Saouzarou Rangoulame... Que vous connaissez très bien d'ailleurs. Oui. Je n'en dirai pas plus. Non, mais c'est vrai. Non, mais bon, pour y avoir travaillé beaucoup. Vraiment beaucoup. Pas seulement. Non, vraiment beaucoup. Il a vraiment beaucoup travaillé à l'île Maurice. Ça, c'est bien. Saouzarou Rangoulame, père de l'indépendance, avait décidé, en accord avec celui qui était son opposant le plus féroce, Anérout Djognot, ils se sont dit, écoutez, on peut se combattre idéologiquement sur beaucoup de choses, mais il y a un dénominateur commun, le développement de notre pays. Voilà le plan qu'on a tracé. Personne d'entre nous ne doit dévier de ce plan de développement. Et de mandat en mandat, maître. ils font alternance et ils ont réussi
au bout de Maître, 50 ans, je suis heureux. adresser. Oui, je suis heureux de vous entendre citer Singapour, de citer Maurice. Je crois que tu vas me citer une colonie française. Mais Cite-moi une colonie française Bon. qui a connu ce cheminement. Ce n'est pas possible parce que quand je parle, on dit ah, c'est les Africains. Pardon. Et l'île Maurice alors? Non, laisse tomber. Quand tu parles, on dit que vous êtes corrompus. On dit ah, les Africains sont corrompus. Mais les Africains sont corrompus parce que leur colonisateur est un modèle de corruption institutionnalisée. Quand les candidats à la présidence à Paris se promènent avec des sébilles, comme à la messe, aujourd'hui c'est dimanche, hein, on tient la sébille, on tourne et puis les gens mettent dedans. Quand leurs candidats à la présidence là-bas se promènent dans nos pays et avec leurs sébilles, ramasser des cartons, des djembés d'argent, ils savent que dans une situation bien gérée comme à Singapour, ce n'est pas possible. Oui, mais Excellence. C'est pas possible. Excellence. À Singapour, ils ne peuvent pas faire ça. Quand est-ce que vous allez lâcher les couilles de la France? ah, Oui, Non, mais non, attends. Vous ne pouvez J'aime pas. bien. Non, attends. J'aime bien. Non, attends. Lâcher j'aurais les pas couilles osé le attends, dire. Non, Voilà. nous, Oui, mais parce que, à un moment donné, doit il faut que les Africains soient capables. Faites attention, faites attention. Vous n'allez pas raisonner comme ça. Parce que quand quelqu'un est plus fort que toi, il est plus fort que toi. Maintenant, il y a 3 pays qui veulent lâcher les couilles de la France, mais la France ne lâche pas leurs couilles. Qu'est-ce que tu as dit? non, mais- Est-ce qu'on devait continuer à attaquer les gens dans le Sahel, à alimenter les terroristes, à faire venir les armées, les mercenaires de l'Ukraine pour les tuer? Pourquoi? Parce qu'ils veulent être indépendants. Ça ne doit pas être une Pour fatalité. maintenant détruire les systèmes Non. d'essence. Donc, il y a un système, il y a des systèmes qui encouragent à l'indépendance, à la liberté et au développement. Chez les pays hier dominés, il y a d'autres systèmes qui veulent maintenir ces pays dans l'esclavage permanent. Actuellement, la France est en train de perdre une vache laitière et pas des moindres, Madagascar. Donc, raison de plus pour qu'on ne lâche pas la Côte d'Ivoire, pour qu'on ne lâche pas le Bénin. Donc, il faut que... Voyons les choses, il faut dire non, on va laisser les couilles de la France. Comment tu vas lâcher les couilles de la France alors que le président, c'est la France, même les ministres, c'est la France? Comment tu vas opérer? Dites-moi, parce qu'il ne faut pas faire des théories. Comment tu vas opérer? Je ne fais pas de théorie. Vous savez, on parle beaucoup des autres, mais nous sommes au Togo ici. Oui. La France y est, Oui. prédominante Oui. sur la classe politique. Oui. Vous êtes d'accord avec ça? Mais pourquoi pas? Non, non, si vous êtes d'accord avec ça, alors à ce moment-là, votre théorie, elle est vérifiée à tous les niveaux. Donc ça veut dire... C'est pas moi qui vais dire que la France n'est pas au Togo. Là, elle est où? Non, je dis, elle y est, elle est prégnante sur nos institutions. Elle y est. D'accord? Mais seulement, si vous voulez, à chaque fois... Bon, Oui, mais le Togo tente de se soustraire. Voilà. De ce jour avec des voilà, accords le signés Togo, récemment. non, ne citer que cet attention, exemple non. avec, Ce qu'il est en train de dire, ça ne veut pas dire que parce qu'on signe avec d'autres, on n'a pas... le Togo est rentré dans le Commonwealth. Oui, il y a des tentatives rentrer dans le Commonwealth ne veut pas dire qu'on s'est détaché ça ne devait pas être un problème. On peut être l'emprise ami. française. C'est pour dire que le Togo aussi Non, attends. On diversifie. peut être ami du Commonwealth Tente et de ami de la diversifier ses francophonie. partenariats. Mais c'est la France qui gère nos pays comme des épouses uniques, fidélité absolue. La France peut faire ce qu'elle veut, acheter du gaz russe, on va dire, acheter ceci. mais en monogamie avec monogamie forcée. avec des périodes d'intermittence. Voilà. C'est ça? Donc, Non, la fidélité n'est pas une mauvaise chose. non, la parenthèses. fidélité dans ce cas précis est une très mauvaise chose. Et même où tu veux m'amener, où tu veux faire plaisir aux femmes ou bien aux hommes. La fidélité, il faut prendre les contextes sociaux, historiques pour voir de quelle fidélité nous parlons. Donc, si tu rentres dans les foyers privés, donc, il y a des systèmes qui fonctionnent sans monogamie. Donc, vous n'êtes pas fidèle, vous? Fidèle à quoi? La seule personne à laquelle on doit être fidèle, peut-être c'est Dieu. Sinon, fidèle à quoi? Toi, tu es fidèle à quoi? Dis-moi. Non. Attends, Hein? non, On n'est pas venu ici pour... Ne l'embarrassez pas, Madame parce Boko que est en train de regarder ce que l'émission. je n'aime pas, c'est faire semblant. Il ne fait pas semblant, il pose une Non, question. je ne parle pas de lui spécifiquement, mais je n'aime pas faire semblant. C'est le faire semblant qui nous tue, c'est ça qui tue nos pays. On fait semblant, on sait que c'est comme ça, mais on dit non, c'est que c'est plutôt comme ça. Non, mais vous ne pouvez pas généraliser l'infidélité. J'ai dit, si tu parles de l'infidélité Non, attendez, conjugale, non, mais- si tu parles de l'infidélité conjugale,
elle est assumée à 99% par les hommes, et je ne parle pas seulement des Africains. En Amérique, tu sais combien de femmes Mitterrand avait? Combien d'enfants il a lâché aux quatre coins de la planète? Alors ne venez pas ici nous faire croire que c'est les Noirs, non? Alors, cher ami, dans ce cas, la polygamie en matière de recherche d'alliances stratégiques pour les pays, elle est plutôt souhaitable. Elle est de bonne loi. Bien sûr. Donc, et je dis à chaque fois, quand vous parlez de ça, c'est pour ça que je veux vous y faire venir. Ce n'est pas parce que le mari aura plusieurs épouses qu'il n'y aura pas une favorite. Donc, dans cette polygamie, il arrive encore que l'épouse française ait la voix prédominante. Mais si elle a c'est elle préséance sur les autres. Oui, c'est bon, Voilà. mais si c'est elle qui est la sorcière, comment elle va être prédominante? Si c'est elle la moins gentille, la plus arrogante, c'est elle qui engueule ta maman quand elle vient, et elle engueule ton papa quand il vient. Ben, elle te dit même non, il faut changer de papa. Il faut changer de maman. Tu vas continuer à lui faire à la préférer comparé aux autres épouses qui sont gentilles, qui te parlent comme à un homme. On va dire, elle a réussi à basser le mari. Ben, le basse, là, il faut le détruire. Je ne suis pas sûr que vos argumentations métaphoriques vont faire plaisir aux femmes, hein, parce que de plus en plus... C'est lui qui a les femmes vivent... Il faut respecter les femmes. Parce que si tu respectes les femmes, tu es obligé de dire la vérité. Vous les respectez pas en justifiant l'infidélité. Non, parce que vous voulez quoi? Qu'on les flatte alors qu'elles sont en train de vivre l'enfer? Tu sais ce que les femmes vivent? On va continuer à les flatter, à parler comme si de rien n'était. Revenons à Laurent Gbagbo. Parce que oui, Laurent Gbagbo aussi a eu un problème de femme. Oui, non, pas qu'un. Qui est venu se mêler à la politique. Tu vois? Oui, mais bon, il a divorcé et repris une autre femme, ça c'est... Voilà, donc il ne devait pas divorcer. Une autre affaire. Mais sa femme devient la France. Si tu lui dis non, ça devient sorcellerie. C'est quoi cette histoire-là? Alors pour terminer cette première partie, Maître Sosa, après cette élection du 25 octobre, la Côte d'Ivoire représente-t-elle finalement un modèle de résilience? Parce qu'on a craint le pire, pour le moment, le pays est encore debout, ou au contraire une source d'instabilité supplémentaire pour... une Afrique de l'Ouest déjà malade du terrorisme. Vous savez, dans ce genre de situation, la seule chose qui nous reste, c'est nos prières, à défaut de pouvoir nous battre physiquement contre une injustice. Ce sont nos prières. Et la Côte d'Ivoire est un pays qui nous est cher, je l'ai toujours dit, et quelque part, en tant que Ouest-Africains, on a tous, quelque part, une ivoirité. Tous. Donc, quand ce pays va mal, nous allons tous un peu mal. On va souhaiter que ça ne dégénère pas à nouveau. Parce que la crise ivoirienne, ou les crises ivoiriennes ont ceci de particulier. Ce n'est pas le jour même que ça se passe. C'est toujours quelques jours ou semaines après que ça s'embrase. On va espérer que ce qui va sortir des urnes, aujourd'hui ou demain ou quelques jours, ne donne pas encore le tournis à des hommes politiques qui vont encore embraser ce pays. Parce que je ne comprends pas pourquoi. On parle d'élections après tout. Ça devrait être un moment de réjouissance. Et chez nous, c'est une guerre larvée. C'est carrément une attaque terroriste à venir qu'il faut combattre en mettant beaucoup de militaires dehors. La force létale qu'on met dehors fait penser que quand on fait élection, on est en guerre. Il faut que ça cesse. Mais quand on fait élection... Va-t-on craindre une nouvelle crise post-électorale? Nous avons tous intérêt à ce qu'il n'y ait pas de crise en Côte d'Ivoire. Comme il a dit, nous avons tous intérêt. Et c'est pourquoi je félicite Gbagbo. Il aurait pu, par un seul mot, mettre le feu à la Côte d'Ivoire hier. Il ne l'a pas fait parce qu'il n'a pas besoin de marcher sur un océan de sang pour aller au pouvoir. Et il faut le féliciter pour ça. Féliciter ceux qui sont avec lui, qui travaillent avec lui, qui ne le poussent pas dans la mauvaise direction, comme dans certains pays, les soi-disant conseillers toxiques qui sont là, et ils orientent toujours les dirigeants vers ce qui est mauvais. Donc, Gbagbo n'a pas voulu, et je suis sûr qu'il ne voudra pas faire couler le sang. L'élection a été organisée, même si ces deux électeurs qui étaient sortis et avaient donné leur voix au président, au candidat Ouattara, il a gagné. Parce que si tu veux spéculer là-dessus, tu ne t'en sors pas. Donc, l'élection est finie, Ouattara reprend le pays en main. C'est à lui de savoir comment il va diriger pour créer une cohésion malgré les aigreurs, ou bien pour continuer à enfoncer le pays dans la division. Parce qu'il a entouré des gens, si j'entends bien ce qu'on dit souvent de certains de ces gens, qui n'ont absolument rien d'ivoirien. Et c'est eux qui conseillent l'extrémisme. Il y a des gens autour de Ouattara, je suis sûr, qui vont lui dire, bon, on met balle à terre, on pacifie le pays
pour que après vous, celui qui vienne gérer une Côte d'Ivoire pacifique et prospère. C'est tout. Merci. On va marquer une pause pour une édition du journal et des impératifs commerciaux. Mais restez avec nous, hein, soyez fidèles, il ne faut pas écouter l'ambassadeur avec sa théorie de l'infidélité. On se retrouve dans une dizaine de minutes. Je vais relayer vos messages qui sont très intéressants et pertinents dans la seconde partie. A tout de suite pour la suite.